100% des musiciens se donnent à 100% au concert. C'est agréable de passer comme ça son expérience, en quelque sorte, à des jeunes qui ne demandent qu'à apprendre. On a joué dans des salles, j'aurais jamais pensé, moi, en tant qu'amateur, jouer dans des salles pareilles, en fait, un jour. Le niveau est très bon, donc on a envie de se dépasser. J'ai vu cette personne un peu effondrée comme ça, et ça m'a fait mal au cœur, évidemment. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je rêvais tellement de jouer dans un orchestre, un grand orchestre symphonique. Et c'est là que je me suis dit, on va en faire un. Pour vous, pour ces gens qui sont passionnés par la musique, qui veulent, puis à un moment donné, ils se disent, peut-être que je ferais mieux d'être avocat. On se connaît, on travaille bien ensemble, on fait confiance aussi aux autres. C'est une priorité dans ma vie, clairement. Donc c'est réactiver ce rêve de ces gens. C'était le 2 septembre 2022 sur la scène du Victoria Hall à Genève. Deux chefs se partagent la baguette pour célébrer le 10e anniversaire de l'Orchestre des Nations. Un plateau partagé, événement hors du commun dans le monde de la musique classique qui sonne comme l'aboutissement d'une grande histoire de musique que l'on va vous conter. Notre histoire commence en août 1983 dans le petit village de l'Abergement-Sainte-Marie, à quelques encablures de la frontière suisse, dans le Jura français. Dans ce village, qui était très peu peuplé, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour les jeunes que nous étions, les enfants. Il y avait soit le football, soit la fanfare. Et mon père a préféré nous intéresser à la musique et on est devenu membre de l'école de musique, puis de la fanfare. Antoine Marguier choisit la clarinette et très vite son talent ne fait aucun doute. À partir du moment où on m'a expliqué, où j'ai abordé le solfège, donc la théorie musicale, les notes, les rythmes, la notation, etc., j'ai tout de suite, c'est un langage qui m'a tout de suite parlé. Ensuite est venu l'instrument et puis pareil, le rapport avec le son, c'est quelque chose ça devient presque une addiction. Mais en cet été 1983, Antoine s'apprête à faire une rencontre qui va changer sa vie. Un jour, branle-bas de combat, on entend dire que le grand maestro Benzi passe ses vacances ici, là, dans ce village, dans mon village. Roberto Benzi, c'est une véritable légende vivante de la musique classique. Né en 1937 à Marseille, il apprend le solfège dès l'âge de 3 ans, puis le piano à 4 ans. Après une formation express, l'enfant prodige officie en tant que chef dès l'âge de 11 ans. Il jouit d'une réputation internationale dès 1950 lorsqu'il interprète son propre rôle dans le film primé à Cannes, Prélude à la gloire, de Georges Lacombe. À partir de là, Roberto Benzi foulera les plus grandes scènes de la planète à la direction des orchestres les plus prestigieux. Tout le monde connaissait ce monsieur, donc une notoriété dans un bled comme ça, hors du commun. Pour un musicien classique en plus, si on regarde aujourd'hui, qui a une telle notoriété, ils sont très rares, dans des milieux ruraux un peu détachés comme ça. Et moi, je ne savais pas du tout qui c'était, puisque j'avais 14 ans. Et on me dit, mais ça c'est un grand chef d'orchestre qui venait de passer au Grand Échiquier, un Grand Échiquier, la grande émission française de l'époque, qui était complètement dédiée à lui, enfin voilà. Et puis, il habitait dans une maison qu'on lui prêtait, une jolie petite villa, à 100 mètres de la maison de chez moi. Et je le voyais passer avec sa
sa femme, n'était autre que la grande cantatrice Jeanne Rode, diva absolue. Et on les appelait à l'époque les mariés de l'opéra. C'était vraiment des gens très très connus. Et puis moi, j'étais très impressionné de le voir passer devant. Je le regardais depuis la fenêtre et tout. Alors qu'il observe le célèbre vacancier depuis la fenêtre de sa chambre, Antoine travaille avec sa clarinette le prochain concert de sa fanfare et une idée lui vient en tête. Ça, c'est un flyer du concert d'été de l'Union musicale de Jougne qui se donnait le 14 août 1983. Et tu es passé devant la maison de mes parents, où j'ai grandi, et je me suis dit, allez, courage, va parler au maestro. Donc je suis allé t'aborder. Tu passais avec Jeanne et... Je me fournissais chez ton père de bonbonnes de gaz. Exactement, de ce genre. Mon père vendait les combustibles. Très prosaïque. Voilà. Et puis bon, je vais t'aborder et je te dis, voilà, moi je suis clarinettiste, j'avais 14 ans. Je joue à la fanfare locale. Est-ce que vous auriez la gentillesse peut-être de venir nous écouter? Est-ce que ça vous intéresse, etc. Peut-être, m'avais-tu répondu. Je t'avais donné un flyer, le voilà. Et puis, tu m'avais signé cet autographe. Le 6 août 1983. Le célèbre chef gardera le souvenir du jeune Antoine dans sa mémoire. Suite à sa rencontre avec Maestro Benzi, Antoine Marguier persévère dans la musique. Pour gagner un peu d'argent pendant ses études au conservatoire, il intègre un groupe de bal à la clarinette, mais aussi au saxophone et au clavier. À la fin des années 80, il joue pour la première fois dans un orchestre symphonique, une émouvante première avec des instruments à cordes, un véritable coup de cœur. Très tôt dans ma carrière de clarinettiste, j'ai eu la chance d'être sélectionné, des sélections assez poussées d'ailleurs, à jouer dans les orchestres de jeunes vraiment très prestigieux. D'abord l'Orchestre français des jeunes et ensuite l'Orchestre de l'Union européenne des jeunes toujours, puis le Gustave Mahler, enfin des choses très pointues. En 1996, Roberto Benzi, de retour pour ses vacances à l'Abergement Sainte-Marie, cherche à retrouver le jeune homme qu'il avait découvert une dizaine d'années auparavant. Moi, j'y étais pas forcément parce que j'avais déjà lancé ma carrière, c'était assez rapide pour moi. Et il s'est renseigné, d'après ce que j'ai compris, auprès du fermier voisin, qu'est devenu ce petit gars qui jouait de la clarinette, parce que Roberto a une mémoire colossale, il se rappelle de tout. Qu'est devenu ce garçon? Et le fermier voisin lui a dit, il est professionnel de la musique et il joue à Genève, à l'orchestre de la Suisse, je sais pas quoi, tout ça. Et Roberto dit, quoi? Il joue à l'orchestre de la Suisse romande? Waouh! Un orchestre que lui a connu beaucoup dans sa carrière, là. Et ça l'a beaucoup touché. Peut-être qu'il s'est dit, venant d'ici, voilà, bon. Et il m'a écrit. Il m'a écrit en me disant, voilà, moi je suis en poste en Hollande. Est-ce que vous voulez venir jouer en soliste avec mon orchestre symphonique en Hollande? Les deux hommes se retrouvent durant l'été dans le village français, mais entre-temps, Antoine a développé de nouvelles ambitions. Je préférerais apprendre à diriger. Parce que j'avais justement eu cette expérience avec les grands chefs, Abbado, tout ça, je voulais le faire, moi. Il m'a dit, ah ben formidable, demain matin. Et ça tombait bien parce que j'avais 27 ans, je commençais à me passionner pour ça et j'allais faire un stage, justement, quelques semaines plus tard, l'été, un stage d'été, comme on appelle ça, de direction d'orchestre. Donc j'avais tout un programme à préparer. Bingo, dès le lendemain matin, et pendant les 15 jours qui ont suivi, tous les matins, 2 heures de direction d'orchestre avec Roberto. Je me rappelle que tu lâchais rien. Tu me disais, non, il faut refaire. Oui, mais ça, c'est... Peut-être sur le moment, c'était pas facile, hein, mais maintenant, je peux que te remercier, parce que ça a été très, très bénéfique. C'est peut-être l'élève quand même le plus fidèle, qui m'est resté le plus fidèle, que j'ai vu un certain nombre de fois, et c'est devenu un ami très profond. Donc ce n'est plus qu'un élève, c'est beaucoup plus que ça, Antoine, pour moi. Un petit peu comme un fiston musical que je n'ai pas eu. Donc c'est ça qu'il représente. D'ailleurs, il a souvent l'occasion de venir me rendre une visite à Paris, comme ça, inopinément, pas forcément lié à une question de carrière. En fait, on ne travaille pratiquement plus ensemble. Enfin, parfois, il a besoin d'un petit conseil, il me demande, mais ça peut même se passer par téléphone.
Il a dépassé le stade de l'élève depuis longtemps. C'était un ami profond, fidèle, et sur lequel je compte. J'ai aimé travailler avec lui parce que justement c'est quelqu'un extrêmement rigoureux qui tient compte vraiment de ce qui est écrit. Vraiment j'ai retenu de lui tout ça, c'est qu'on respecte le texte musical, on va jusqu'au bout, on laisse rien au hasard. Bien sûr au concert on se laisse aller, mais dans la préparation, etc. Donc j'ai appris ce travail minutieux d'apprentissage d'une partition, puis aussi de comment est-ce qu'on fait avec les musiciens. Enfin j'ai appris des tonnes de choses avec lui et c'est pas seulement de la musique, c'est énorme. C'est un mentor, c'est une sorte de deuxième papa, c'est quelqu'un extrêmement important dans ma vie. Une fois encore, Roberto Benzi aura influencé le destin d'Antoine Marguier, qui dès 1997 débute sa carrière de chef. Parallèlement à ses activités de direction, Antoine se lance dans l'enseignement en devenant professeur à la Haute École de musique de Genève. Il y enseigne la clarinette basse dont il est le spécialiste, puis la musique de chambre et la préparation au concours d'orchestre. Mais à la fin des années 2000, un événement va donner une nouvelle impulsion à sa carrière. J'ai dû, quelque part, passer un peu le mauvais moment à dire à une étudiante en musique que peut-être il serait bien de réfléchir à un autre type de carrière que celui de la musique. Pas parce qu'elle n'avait pas de talent, mais parce que dans l'instrument qu'elle jouait, il y a beaucoup de monde, il y a peu de place, donc il n'y a pas forcément la garantie de trouver une place super excitante par rapport aux capacités qui sont gigantesques de cette personne. Donc je me suis un peu... j'ai pris la responsabilité de lui suggérer peut-être de penser à une autre. Alors c'est difficile parce que ce sont des gens qui veulent absolument devenir musiciens et qui tout d'un coup, pour qui on casse ce rêve de devenir musicien professionnel d'orchestre. Et puis j'ai vu cette personne un peu effondrée comme ça et ça m'a fait mal au cœur évidemment. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Eh bien je rêvais tellement de jouer dans un orchestre, un grand orchestre symphonique. Et c'est là que je me suis dit, on va en faire un pour vous. Pour ces gens qui sont passionnés par la musique, qui veulent, puis à un moment donné, ils se disent peut-être que je ferais mieux d'être avocat, ou peut-être que je ferais mieux parce que la vie m'envoie plutôt là, etc. Donc c'est réactiver ce rêve de ces gens qui ont, pour la plupart, poussé leurs études instrumentales assez haut et leur donner l'occasion de jouer dans un orchestre qui deviendra donc un orchestre d'amateurs, puisque ce sont des non-professionnels, mais de haut niveau, avec qui l'idée, justement, c'est de travailler de manière ultra professionnelle, avec beaucoup de rigueur et aussi une structure professionnelle dans le fonctionnement, et puis dans les grandes salles uniquement, avec les grands solistes, vraiment une copie conforme d'un orchestre professionnel de haut niveau, mais avec des amateurs. Quelques mois plus tard, en 2011, c'est sous le nom d'Orchestre des Nations Unies que se crée cet ensemble si particulier. J'observais cette Genève internationale un peu de l'extérieur, parce que je ne la connaissais pas du tout. Et je me disais, c'est quand même un peu étonnant qu'il n'y ait pas plus de lien entre ces deux entités qui sont la Genève internationale et puis la cité de Calvin, on va dire. Et surtout en termes culturels, artistiques, il y avait une sorte de vide là. Donc je suis allé voir les Nations Unies en leur disant, est-ce qu'on pourrait faire peut-être un orchestre ? Et puis ça, de fil en aiguille, cet orchestre a vu le jour. Sous forme d'orchestre des Nations Unies, qui n'était pas l'orchestre de l'ONU. C'est la raison pour laquelle, assez rapidement, on a changé de nom et on est devenu l'Orchestre des Nations. Aussi parce qu'il y a plus de nations que de Nations Unies. Et on veut être l'orchestre de toutes les nations. En plus, à Genève, on a vraiment notre place. Rapidement, l'Orchestre des Nations se fait un nom sur la scène locale et internationale, invitant de nombreux solistes. Des personnalités qui ont gardé un souvenir marquant de leur collaboration avec cet orchestre pas comme les autres. Antoine Marguier's educational work is truly impressive as he manages to make this amateur musician sound so well and in truly exceptional way. J'ai été assez bluffé par évidemment leur engagement. Ça, je l'ai senti dès la première répétition. Évidemment, ils sont là parce qu'ils ont envie de partager la musique et de jouer. Donc ça, c'est un sentiment assez exceptionnel. I think working with non-professional musicians were even more pleasant for me because they were much more enthusiastic to hear new ideas and they were
trusting me because I was tribute conductor, two professionals with some couple of musicians in the orchestra. So they absolutely needed someone to show the way. And this moment of being here and just expecting something to be done was a very beautiful process. There was more enthusiasm, there was much more temperament, and willing to learn, willing to do something. And this was really very pleasant and creative process. Outre la collaboration avec de grands noms de la musique classique, Antoine Marguier a voulu, dès les débuts de l'orchestre, proposer des concerts caritatifs. Je me rappelle très bien de cette scène, il y a maintenant 30 ans, où à Calcutta, j'ai eu la chance, un peu par hasard, de rencontrer Mère Teresa. Je venais avec les per diem qu'on avait reçus de la tournée en question, qu'on lui a remis comme ça de la main à la main, et elle nous a dit c'est bien parce que c'est très rare que l'argent arrive jusqu'ici. Sous-entendu, en principe, il est volé ou détourné. Et je pense qu'en fabriquant cet orchestre, quelques décennies plus tard, j'ai voulu aussi en faire un outil de bienfaisance. Et c'est là où on a commencé à faire des concerts, en tout cas 2 par année, de bienfaisance. Mais voilà, c'était l'idée d'utiliser cet outil. Aussi pour ça et aussi pour véhiculer les valeurs de paix, de fraternité, qui sont celles des Nations Unies, et pas seulement, qui sont celles de l'humain. Voilà, donc on joue tous avec le même diapason, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas tous sur le même diapason dans cette société. Donc voilà, on essaie de réunir les gens, les nationalités, les cultures, les musiques, et ça ne peut faire que du bien. Des valeurs partagées par l'ensemble des musiciens, tout comme la ferveur et l'engagement qui entourent cet orchestre atypique. C'est plus qu'on aurait pu rêver en fait. On pouvait pas, moi j'aurais pas pu imaginer faire des choses pareilles. En plus j'ai le privilège de jouer la partie de première flûte. C'est juste un rêve d'explorer du répertoire, c'est un rêve. On se connaît, on travaille bien ensemble, on fait confiance aussi aux autres, au travail qu'ils ont fait les autres. Et on arrive tous ensemble et on essaye de construire quelque chose tous ensemble. Chaque saison, c'est une aventure pour nous. On se demande, voilà, qu'est-ce qui va se passer, avec qui on va jouer. Pour moi, c'est vraiment un lieu d'échange et de la possibilité d'exercer la musique à un haut niveau. J'ai aussi fait des études de musique professionnelle et donc de partager cette passion avec d'autres personnes. 100% des musiciens se donnent à 100% au concert et aux répétitions, mais surtout au concert. Donc ça crée une énergie considérable. Franchement, quand je suis sur le podium de l'Orchestre des Nations, bien préparé, ce qui est vraiment quelque chose à laquelle je tiens, eh ben, on a 100% des gens qui se donnent 100%. Et ça donne un résultat absolument... ça me bouleverse parfois. Et je sens que l'orchestre est extrêmement attentif à ça et réceptif. Ce sont des vibrations. La réussite d'un concert, c'est quelle énergie va sortir du plateau, quelle vibration. C'est pas seulement jouer juste et jouer ensemble, bien sûr qu'il y a ça. On travaille presque comme des professionnels. Et donc ça veut dire qu'on s'attend que chaque fois qu'on joue ensemble, chacun connaît très bien son partition, et l'a étudié à la maison, et il connaît très bien tout ce qui se passe. Il connaît aussi la musique en général, et à la fin, on se met ensemble pour mettre tous ensemble ce qu'on a déjà travaillé à la maison. Je me souviens par exemple de ce moment extraordinaire, inoubliable pour le coup, en Corée. On a eu la chance de faire une grande tournée en Corée, une tournée presque un peu d'État. Parce qu'on était reçus vraiment, on allait vraiment véhiculer quelque chose. On sait que la Corée est en guerre, la Corée du Sud avec la Corée du Nord, il y a beaucoup de travail à faire. Et je me rappelle de cette tournée d'un après-concert, où je pense que 99% des musiciens faisaient la fête ensemble. Ils chantaient, ils dansaient, ils buvaient des verres, évidemment, et c'est heureusement. Et c'était pas seulement une poignée de musiciens, genre les 10 fêtards de l'orchestre, c'était tous. Et on voyait dans leurs yeux, on voyait un bonheur. J'ai les images de ça. Mais un bonheur, mais j'en pleurais. Je me disais, mon bébé est extrêmement heureux. La motivation de chacun, l'ambition de chacun de se dépasser, c'est sûr que c'est un élément qui nous rapproche énormément.
Après, je dirais pas que c'est que ça. Et puis, je pense qu'il y a plein de moments chouettes qu'on partage justement parce que on se comprend dans la difficulté de la pièce, on se comprend dans, je sais pas, on adore les bières, enfin, plein d'autres choses en fait qui vont faire que on s'entend bien et pas parce que la musique. Blanche égale 2,0. Pour créer cet état d'esprit, le rôle du chef est fondamental. During the rehearsals, Antoine tells us stories about the music, he tells us the history, but also he tells us stories about his experience as a performer, and he brings everything to life and helps us to really get the most out of the music. Il a une méthode en fait. Alors ça c'est moi qui le perçois, mais il a une méthode assez précise et je trouve qu'il a vraiment trouvé ce qu'il fallait pour nous faire avancer. C'est-à-dire qu'on connaît très bien chacun de ses gestes, le type de regard, on connaît aussi voilà, les rythmes des répétitions, sa façon de travailler, voilà, les premières répétitions, comment est-ce qu'elles vont être structurées, et ensuite, voilà, les filages, tout ça. Donc il y a vraiment une technique, et ça aide. Encore une fois, en tant qu'amateur, c'est quand même beaucoup de travail, parce qu'on a une grosse programmation, c'est énormément de pages de musique à absorber, et il est extrêmement efficace. D'abord les premiers et les seconds violons, c'est-à-dire vous jouez tous ensemble là. Il faut que ça mélange. Seulement les violons. Antoine, il est un personnage vraiment spectaculaire dans tous les cas. Donc, dans le cas des professionnalités, il est vraiment en top niveau et il est vraiment très très sympa aussi comme personne. Et là maintenant ici. Merci. On reste comme ça. 1, 2, là, 1, 2, 3. C'est ça. Les portes sont grandes ouvertes à tout le monde. Hein. Il y a un peu cette... on entend encore dire que c'est un orchestre qui n'est réservé qu'aux internationaux à Genève, ce qui est complètement faux. Les portes sont grandes ouvertes à tout le monde. Quels que soient un peu les niveaux, parce que parfois les gens viennent en disant « il y a 15 ans que je n'ai pas joué, j'espère que ça va aller ». Viens, on essaie. Et souvent les gens restent parce que tout d'un coup se réactivent chez eux, une manière de jouer très précieuse. Si l'orchestre s'illustre lors de grands événements protocolaires, l'ensemble tient également à son ancrage local, en participant notamment à la fête de la musique ou lors de la pandémie avec ce concert pour tous au cœur des Paquis. Pour célébrer les 10 ans de cet orchestre unique, il fallait organiser un concert à la hauteur de l'événement. J'ai toujours voulu que mon bébé, l'Orchestre des Nations, rencontre mon père musical et vice-versa. Allez, amusez-vous bien. Je me suis dit, peut-être que les 10 ans, c'est un bon moment de célébrer tous ensemble ça. Et puis je voulais aussi que mes chers musiciens, que j'aime tant, voient un autre chef, parce que ça fait 10 ans qu'ils ne voient que moi. Donc il est le moment aussi d'inviter des chefs. Il n'y a pas de raison qu'ils ne jouent qu'avec moi. Si on veut vraiment faire un orchestre, il doit jouer avec d'autres chefs. Et puis je voulais qu'ils bénéficient de cette expertise de Roberto qui est absolument extraordinaire, qu'ils puissent travailler au niveau qu'est le sien. Voilà, et puis il a accepté. C'est sur la scène du Victoria Hall le 2 septembre 2022 que les deux chefs se sont donné rendez-vous, se partageant la baguette face à l'orchestre. Quand tu montes de la scène, la salle elle est pleine, il y a toujours une énergie. Il faut être vraiment dans la scène, de la comprendre. Il y a vraiment, tu sens vraiment des émotions que tu ne peux pas vraiment les définir, il faut juste les sentir et les vivre aussi. Normalement, c'est dans les dernières 30 secondes qu'on rentre sur scène que ça commence effectivement l'émotion plus forte. Je pense que c'est aussi ce premier contact avec le public, à l'instar d'une rencontre entre deux personnes. Et donc, je pense que c'est toujours un moment rempli d'émotions.
Pour la première partie dirigée par Roberto Benzi, le maestro a choisi d'interpréter un classique du répertoire qui a compté dans sa carrière. La 6e symphonie de Beethoven, la pastorale, c'est la première symphonie de Beethoven qu'il a dirigée à 11 ans avec le Philharmonia de Londres au Royal Albert Hall. 6000 personnes, plein. Bon, c'est pas tout le monde, hein, il faut quand même... C'est un peu une innovation que j'ai fait par moment, dans l'esprit évidemment de Beethoven, mais quelque chose que jamais je n'avais tenté auparavant. Même auprès des grands orchestres, parce que je me suis fié à leur coup d'archet, à leur violon solo. Là, je me suis pris pour le super violon solo. Et bref, j'espère que ce sera efficace. Voilà, bonne chance et merci. La pastorale de Beethoven n'est pas la symphonie la plus facile à aborder de ce compositeur, et évidemment pour un groupe d'amateurs, mais pour le chef chevronné que je suis et qui a une longue expérience derrière lui, c'est agréable de passer comme ça son expérience en quelque sorte à des jeunes qui ne demandent qu'à apprendre, et ils sont très à l'écoute et très, très versatiles, très, très souples. Non, je prends beaucoup de plaisir. On chante là. Oh, plus de main gauche que ça. Allez, allez, allez! Oui, oui! Subitement, une autre nuance. Oui? Il y a des tas de choses qui se transmettent au-delà de simplement nous donner, c'est pas nous donner le rythme ou la pulsation, etc. Il y a vraiment d'autres choses. Donc moi, j'ai eu l'impression d'avoir comme ça la partition, et en fait, derrière la partition, une espèce d'encyclopédie, un truc chargé d'histoire qui arrive. Quel type de sourdine allez-vous utiliser? Ah, bien, bien, bien. L'exposition. Modéré, comme j'aime pas trop exagérer. Pas de lourdeur. Non, mais ça change complètement d'atmosphère et en plus, ça vous met en valeur tous les deux. Vous voyez de quoi je parle? Deuxième mouvement. Il y a des phrases encore qu'il a citées qui étaient assez énigmatiques. Il nous a dit à un moment, ça, c'est le secret de la pastorale. Mais voilà, sur un passage. Et je ne connais pas le détail. Je cherche le détail. Par contre, après, c'est nouveau mood, avec un deuxième chef et un programme totalement différent. C'est très rare de mélanger une symphonie de Beethoven avec des musiques de film. Donc là, encore une fois, on change de la disquette.
et on se fait plaisir avec la musique de film, qui est difficile. Je m'imagine que je vais d'un coup retrouver mon orchestre après la pause en pleine forme, qui aura joué sous sa direction. C'est un immense bonus pour moi aussi. C'est ton moment. Yes. C'est parti, on fait du chef. On est l'Orchestre des Nations, on n'est pas que l'orchestre de l'Allemagne, de la France, de Brahms et de Ravel. On est aussi l'orchestre de toutes les musiques. Donc il y a encore du pain sur la planche et c'est ça qui est fabuleux. Deux chefs, un orchestre et un concert unique. Toute une histoire d'héritage et de transmission. Comme la musique qui perdure depuis des siècles, qui se réinvente sans jamais se transformer. Un patrimoine qu'Antoine Marguier et l'Orchestre des Nations fait perdurer.